Bien, bonjour à tous et à toutes. Du coup, ça fait pas mal de monde qui s'intéresse à la cybersécurité et je suis bien content de faire ce talk devant vous. J'avoue que c'est le premier talk que je fais, donc du coup peut-être bafouiller un peu, etc. Mais j'avais à cœur j'avais à cœur, jeu de mots sans faire exprès, de passer des idées, des idées importantes du coup pour passer de développeur à hacker pour savoir protéger, savoir aussi casser, passer de l'autre côté. Je vais me présenter dans un premier temps, je suis Florent Tout-le-Monde, je suis architecte cybersécurité et solutions au sein du groupe Softeam. Ça appartient au groupe de Capost, qui appartient à la Poste, que tout le monde connaît bien. Je suis aussi hacker éthique, principalement dans un but de formation, pour passer du coup encore une fois de l'information et que les développeurs arrêtent de laisser des failles de sécurité. C'est ma marotte. Je suis aussi CTF player, principalement sur la plateforme RootMe. Je fais aussi du Hack the Box, du Try Hack Me. Et j'interviens en fait en formateur, du coup, en cybersécurité. Premier disclaimer, ce talk n'a pas pour vocation à vous montrer comment hacker un système, ou pas vraiment. En fait, vous savez tous et toutes déjà plus ou moins faire ça, ou vous n'en êtes pas forcément conscient. Et ça va être bien le but de ce talk-là, de vous montrer que vous pouvez contourner des systèmes, du coup, pour savoir les protéger. Deuxième disclaimer, alors j'ai mis beaucoup de texte, personne ne va le lire. Voilà. Le piratage en dehors de toute demande officielle est absolument illégal. Le fait juste de tester, dire tiens, j'ai vu un URL, ça a l'air sympa, je vais le tester, juste ça, c'est illégal. Il ne faut vraiment pas faire. On peut dire, énoncer que tel URL ou tel élément paraît peu sécurisé, mais c'est sur une demande légale. Par contre, d'un autre côté, sur les environnements, donc du coup sur un home lab ou sur un endroit de CTF par exemple, allez-y, faites-vous plaisir. Derrière, je vous le redis, il y a plus de 2000 articles de loi, on est sur des peines de prison de plusieurs années, des centaines de milliers d'euros d'amende, donc du coup, il ne faut vraiment pas tester ce genre de choses sur la prod, etc. Vous pouvez le tester en local, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'était vraiment un point important. Le but, c'est pas vous montrer comment hacker. La sécurité informatique, très rapidement, du coup, c'est un enjeu majeur du coup, pour les entreprises, les particuliers et les gouvernements. On ne passe pas à côté aujourd'hui. Il y a vraiment le triptyque du coup, de l'IA, le cloud et la cybersécurité. Et je vais vous montrer à travers quelques chiffres du coup, son importance du coup, dans le monde. On peut voir en fait, qu'il y a des millions de sites web qui ont été hackés sur l'année 2024. J'ai un peu halluciné aussi sur le coût du piratage dans le monde entier. On est à 10,5 trillions de dollars. Donc bon, ça comporte les pertes financières, les pertes pures, les pertes en images, etc. Donc c'est vraiment un global. Mais c'est vraiment des sommes qui sont assez astronomiques. Bien sûr, le premier pays qui est touché, c'est les États-Unis. C'est suivi par la Chine et le Royaume-Uni. Et c'est vraiment un problème mondial. On peut se faire attaquer du coup de n'importe où dans le monde. On se fait attaquer dans le monde et du coup aussi en France. En France, c'est 120 000 sites web hackés, 15 000 entreprises qui sont faites chiffrer. Et là, c'est game over directement. Les pertes financières sur la France, c'est 100 milliards de dollars. Je pense qu'on aurait autre chose à faire de ces 100 milliards. On est passé aussi de la 5e place en termes de cible de piratage à la 4e place. Merci les JO. Et en fait, les JO nous ont exposé la France. Et donc, du coup, il y a plein de gens dans le monde, plein de gouvernements, d'entreprises qui sont tiens, si on allait tester ou mettre à mal du coup tel ou tel fonctionnement. Donc, c'est un problème majeur aussi en France qu'il faut aborder. Quand on parle de hacking, on va parler de hackers. Alors, il y a plein de typologies de hackers. Je vais vous montrer les 3 principales, qui sont le black hat, le grey hat et le white hat. Sur le black hat, on est sur le hacker de base, basique. Il n'est pas là pour l'éthique. Il n'a pas forcément d'idéologie, mais par contre, du coup, il est là pour faire de l'argent. Faire de l'argent à travers la récupération de données et la revente sur Internet. Ça, il y en a tout le temps, les Free qui s'est fait casser, etc. C'est vraiment de la revente de données. Ou aussi chiffrer, on va par exemple chiffrer les hôpitaux et leur demander 1 million d'euros ou des bitcoins, etc. Pour déchiffrer ça. Donc ça, c'est vraiment la personne mauvaise. Sur le grey hat, il est un petit peu différent, mais on l'a beaucoup du coup dans nos cas en entreprise. C'est souvent par exemple du militantisme. On a des militants, par exemple, j'ai été pour une entreprise qui faisait de l'agricole, du coup du ministère de l'Agriculture. Et en fait, ils avaient très peur de L214. Alors, quelles que soient les opinions de tout un chacun, etc. Mais chez L214 ou chez d'autres, eh bien, du coup, il y a des hackers qui se sont dit tiens, telle application, elle ne me plaît pas, je ne suis pas en accord avec telle entreprise.
bah, je vais les péter. Donc du coup, il ne va pas forcément chercher à faire de l'argent, même si c'est cool de chiffrer l'entreprise et du coup de lui faire perdre énormément d'argent. Mais il va faire ça par conviction personnelle. Donc voilà, il y a plein de typologies de militantisme. Et le dernier, du coup, c'est le White Hat. Et c'est bien de celui-là dont on va parler. Du coup, c'est un hacker éthique qui est du coup, à fond sur l'éthique, l'idéologie. Il n'est pas là pour l'argent, à part la paye et la fin du mois. Et c'est des hackers qui sont là pour tester la fiabilité des applications. Et c'est plutôt drôle comme élément. Et c'est bien sur cette partie-là que j'aimerais vous montrer que vous pouvez passer sur cette partie-là pour remettre en cause en fait, le code qu'on met en place. On va parler White Hat et Grey Hat parce que les deux autres, c'est prison. On revient au disclaimer numéro 2. Il faut éviter ce genre de choses. Dans la cybersécurité, on a globalement 2 équipes. On a une équipe qui est plutôt Blue Team, donc on fait principalement partie. On va en mettre en place du coup de la sécurité défensive, du coup de la gestion des incidents, on va durcir les OS, nos applications pour pas qu'on se fasse péter. Et on va aussi mettre en place de la sécurité de l'infrastructure pour éviter qu'ils se baladent sur notre réseau. De l'autre côté, on a une Red Team du coup, qui est là plutôt avec des skills du coup, sur la sécurité offensive, qui va savoir exploiter les vulnérabilités, contourner les applications, les OS, et faire des traversées d'infra pour attaquer ce qu'il y a derrière ou ailleurs. Le but de Stalk, encore une fois, c'est de vous faire passer d'une équipe à l'autre. On va passer d'une équipe à l'autre parce qu'on doit connaître son ennemi et se connaître soi-même. Donc citation du coup de Sun Tzu. Et je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup sur la cybersécurité et le développement, parce que on se connaît beaucoup soi-même, voilà, je sais ce que j'ai développé, j'ai mis en place ma CI, c'est bon, je suis assez sûr de moi. Sauf que si on ne connaît pas quelques techniques de hacking, le hacker il va passer à côté. Hein. Moi j'ai sécurisé la porte d'entrée, s'il y a une porte de derrière, le hacker il passera derrière. Sauf que si on ne la connaît pas, forcément ça ne marche pas. Donc se mettre dans le positionnement du coup d'un hacker, disons voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place, par où on peut passer, ah zut, il y a une porte à côté. Et donc du coup là on va se mettre à sécuriser un petit peu plus son application. Mauvais sens. Alors la sécurité dans les projets, je vais passer assez rapidement parce que c'est vraiment pas le but de Stalk. Globalement, voilà, on met pas de mot de passe dans le code, on vérifie les rôles avant de chaque action, on va chiffrer les données, on gère les sauvegardes, etc. Donc ça, tout le monde le connaît, tout le monde ne le met pas forcément en place ou on n'a pas le temps, etc. Et se placer en tant que hacker, ça permet de dire, ok, on n'a pas le temps, pas de souci. Regarde ce que ça va faire si je te pète. Et voilà. Et là, en général, sur les projets, quand on fixe les conséquences financières de ça, finalement, on va finir par trouver du temps, parce que ça va être très grave. Donc c'est un petit peu le but de Stalk. Actuellement, sur nos projets, en fait, on va utiliser beaucoup de CI. C'est vraiment important la CI dans la cyber, ça permet d'avoir une analyse automatique de ce qui est produit. Donc je vais passer rapidement dessus, mais on a les analyses SAT qui sont assez cool avec Sonar, quand il est utilisé ou vraiment utilisé. Et on a Snyk qui passe très très bien, SemGrep. On a de l'analyse de dépendance aussi qui est très 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 importante. J'y viendrai du coup sur une faille, avec OWASP Dependency Check, encore une fois Snyk, et Dependabot et Renovate. L'analyse de gestion des secrets, parce que les mots de passe dans le code, les API keys, etc., ça traîne de partout. Du coup, on a des outils comme GitLeaks, TruffleHog ou GitGuardian qui permettent automatiquement de vérifier qu'il n'y a pas un petit malin qui a laissé un mot de passe dans le code. Aussi, sur notre code, on va souvent les pousser dans des conteneurs. Donc, du coup, à un moment, en fait, on va avoir notre application. De l'autre côté, on a notre conteneur. Mais il n'y a rien qui nous dit que les deux en même temps, il n'y a pas de faille de sécurité. Du coup, pour ça, en fait, on va faire des analyses du coup, de nos conteneurs avec des éléments comme Trivy, Gripe ou Claire qui vont nous permettre de dire en fait, si ça match ou pas les deux. Et ensuite, souvent, alors c'est moins utilisé, mais du coup, quand on déploie notre application sur un environnement de test en nightly build, etc., on peut utiliser des outils automatiques comme OWASP Zap ou Burp Suite qui vont permettre de faire un mapping complet de l'application pour voir si en live, pour de vrai, déployer, implémenter, et bien du coup, il reste des failles de sécurité. Qu'est-ce qu'on va chercher à attaquer sur nos applications? En fait, il y a un triptyque, c'est vraiment la triade, du coup, c'est la triade CIA, c'est Confidentiality, Integrity, Availability. Les hackers vont chercher à attaquer, du coup, c'est vraiment ces 3 points. Ces 3 points, normalement, vous les connaissez à peu près. Sur la disponibilité, on peut bien imaginer une attaque DDoS. Par exemple, voilà ta application, le serveur, il est down. Mais aussi, un petit peu plus vicieux, si je trouve moyen, du coup, de faire popper un processus qui prend 1 seconde et qui refait popper un processus, etc., au bout d'un moment, il n'y a plus de processeur. Et du coup, l'application n'est plus disponible.
Sur la confidentialité, du coup, c'est assez simple. Au final, on va essayer d'aller chercher des mots de passe, on va essayer de chercher des informations médicales, etc. Donc là, on va rompre le contrat de confidentialité qu'on a avec l'hébergeur. Et du coup, on va les diffuser ou les revendre, etc. Ça dépend de quel côté on se place. L'intégrité, au final, celle-là, elle est assez simple aussi. Je vais prendre un exemple tout bête. Je vais aller prendre le contrôle d'un logiciel bancaire. J'ai 100 € sur mon compte, je vais passer à 100 millions. Voilà, j'ai modifié l'intégrité des données. Donc c'est ça, en fait, côté développeur, on doit se dire, justement, est-ce qu'il y a moyen d'aller modifier un de ces 3 points-là sur mon application? Et s'il y a moyen, du coup, il faut le corriger. Et le tout, c'est de se poser la question avant. Pour avoir ces moyens-là et analyser ça, en fait, on va utiliser les outils de la sécurité qui vont être, je vais le faire assez rapidement, du coup, Nmap, c'est vraiment la partie purement reconnaissance, savoir où on est, savoir ce qu'il y a, savoir ce qu'il y a de disponible. Et on peut trouver des choses assez étonnantes. J'aime bien 2 applications qui sont Fuff et DIRB. Ça permet d'explorer le web avec des listes. Donc du coup, on donne juste une URL et puis il passe sur une liste et puis on découvre des choses, genre le point Git en prod par exemple. Ça c'est gratuit parce que du coup, on retrouve tout l'historique du projet. Parce que de base, il n'est pas mis en URL, il est en fichier caché, etc. Sauf qu'il n'est pas caché pour des listes. Il suffit d'appeler l'URL. On a l'analyse purement de vulnérabilité. J'ai parlé d'OWASP-ZAP, du coup, qui peut être mis dans la CI, mais on peut aussi très bien l'utiliser en live. Burp Suite ou, par exemple, SQLmap, qui est un de mes préférés. Il suffit d'avoir une simple petite injection, mais vraiment un ID, un numéro de page qui traîne un peu, qui est mal filtré. Et avec SQLmap, du coup, on peut exfiltrer des fichiers, mapper complètement la base de données, ça craque les mots de passe automatiquement, etc. Donc du coup, c'est vraiment des outils qui sont très puissants et qui sont faits pour exploiter la partie SQL. Deuxième série d'outils, on va utiliser par exemple Metasploit, du coup, qui a des exploits du coup déjà tout prêt. C'est vraiment c'est préchauffé, c'est préparé. Il y a juste à dire tiens, il y a une faille là. J'ai exploré, j'ai vu que c'était tel type de serveur sur telle version. Donc petite note dans les headers de serveur et les versions. Très très mauvaise idée. Et donc du Metasploit, il dit voilà, Apache, telle version, écoute, j'ai l'exploit tout prêt, tu as juste à me donner le host et c'est bon, c'est prêt. Il fournit aussi des payloads automatiquement. Souvent, ce qu'on va essayer de sortir, c'est les mots de passe. Donc du coup, il y a 2 outils que j'aime beaucoup, c'est John the Ripper et Hashcat. Alors moi, j'ai une petite préférence pour Hashcat, mais voilà, c'est vraiment une fois qu'on a un mot de passe pour pouvoir le craquer. Il y a des outils déjà tout prêts sur tous les patterns qu'on peut imaginer. C'est assez sympa à utiliser. Côté OS et Tool, alors je les ai mis sur les OS, mais il n'y a pas besoin d'être sur Kali, d'être avec un Audi, avec une grosse barbe dans le noir, avec un terminal en noir et vert, pour faire du hacking. On peut être en Crocs, en slip chez soi, il n'y a pas de souci. Et être sur un Windows, il n'y a pas de problème. Mais par contre, du coup, ces OS fournissent des outils, c'est déjà intégré à l'OS, donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément à installer. Donc c'est quand même plutôt pratique. Donc Kali et Parrot ont été créés du coup en 2013. Et permettent du coup d'intégrer pas mal d'outils. En 2020 est sorti un super outil français en plus, Exegol. Je sais qu'il y a eu des confs du coup au Devox dessus. Du coup ça fait popper des conteneurs Docker avec les outils directement intégrés. Et c'est quand même plutôt sympa parce que voilà, souvent on navigue entre Python 2, Python 3, etc. Et tout. Enfin, ça fait vite le bordel sur la machine, alors que du coup en Docker on isole ça. Il y a surtout 2 autres éléments qui sont très 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 importants, qui sont la curiosité et la prise de connaissance. Il faut vraiment être curieux, se dire tiens, j'ai mis en place ça, essayer de prendre du recul pour dire est-ce qu'on pourrait passer par autre part. Et donc ça, c'est vraiment la partie importante, juste de la curiosité, juste penser un petit peu autrement, tordre l'application. Pourquoi il faut agir en amont en fait, sur une application et pour la sécuriser? Parce qu'en fait, souvent, le budget de la cybersécurité, il n'y a pas grand-chose. Oui, la cyber, on le verra après. Enfin, moi, on me l'a dit 20 000 fois. Non, mais c'est bon, Florent, tu nous emmerdes avec la cyber. On verra ça après, etc. Et c'est un peu comme les tests. Oui, on n'a plus le temps, on va faire moins. Sauf que le jour où il y a une faille de sécurité, là, ça rigole beaucoup moins. Et là, forcément, oui, tu prends tout le temps que tu veux. Il y a tous les moyens du monde qui arrivent. Parce que le coût d'une faille de sécurité, on l'a vu, c'était des trillions de dollars, etc. derrière, mais il est énorme pour l'entreprise, donc tant en données qu'en images. Une entreprise du coup qui va faire de la confiance, etc., si elle se fait craquer, en termes d'image, elle va avoir du mal à récupérer ça. Pourquoi on agit en amont aussi? Comme je t'ai dit, le coût d'une faille, c'est énorme, et le coût de la correction peut être très fort, c'est-à-dire on peut avoir à revoir une certaine partie de l'architecture, avoir à recoder et repasser la recette, les tests, etc., l'homologation, ça peut être vraiment un coût qui est assez fort. Pourquoi il faut le voir aussi en mode hacker? Parce que les SAST et les DAST, c'est cool, hein. Ça fait vraiment une grosse partie du taf et il faut le mettre en place, mais ça ne fait pas tout. Avoir la corrélation entre une information qu'on a insérée au début et 17 pages plus loin et voir qu'on peut faire une SQL injection second order,
bah, les SAST et les DAST ne les voient pas forcément. Et il faut aussi faire de la sécurité dès la conception, c'est le fameux security by design. Du coup, le fait de remettre en question la sécurité de son application dès le début, on va essayer de s'orienter plutôt vers ça. Et la sécu, c'est aussi de la qualité. On peut mettre en place du coup des normes de qualité sur la sécurité. On a presque fini sur l'intro. Du coup, sur les domaines de la cyber, on a globalement une dizaine de domaines, principalement web client, web server, du coup, qui sont ceux qui nous intéressent le plus, le scripting et le système. La cryptographie, on va parler un petit peu de crypto aussi, sans faire trop de maths, promis. On a eu du forensic, du coup, ça c'est tout ce qui est analyse du coup d'attaques qui ont été faites, où on remonte un petit peu le temps, genre qu'est-ce qui a été fait sur la machine ou sur le serveur. Le réseau, bien sûr, parce que c'est vachement cool de péter un réseau. La stégonographie, du coup, c'est le fait de cacher une information du coup, dans une autre. Typiquement, on vous fournit un PDF, on fait un chiffrement AES sur le PDF et hop, ça devient un JPEG. Et après, on peut faire plein d'autres choses, ça devient un exe, etc. J'étais obligé de parler aussi de l'OSINT et du hacking de malware, qui ne sont pas du tout sur cette conf et que je maîtrise vraiment pas du tout. Là, on est plutôt sur de l'informatique embarquée. Et l'OSINT, du coup, c'est tout ce qu'on diffuse, toutes les informations qui sont disponibles sur Internet. On va voir ensemble maintenant quelques petits hacks. Dans un premier temps, on va prendre une faille vraiment très connue, juste en termes de nom. Par contre, savoir l'exploiter, c'est pas la même. Donc c'est la faille XSS, donc c'est la cross-site scripting. On va prendre un exemple avec juste un hacker, son petit serveur et un site web. Mettons qu'il y a un hacker qui soumet une information contenant du code malicieux. Je vais prendre un exemple que j'ai fait il y a très très longtemps. Sur un livre d'or, il fallait mettre des signatures sur les livres d'or. Et donc du coup, moi j'ai intégré une petite body script et puis alerte. Et puis, bon, j'ai pas mis vraiment alerte, mais j'ai mis autre chose. Et du coup, sur le livre d'or, n'importe quelle personne, le site web du coup enregistre cette information-là et il la met à disposition du coup pour tout le monde. Du coup, n'importe quel utilisateur qui consulte cette page-là, et bien du coup, il va faire exécuter ce script. Et le script du coup va répondre au navigateur qui va exécuter mon JavaScript, qui va m'envoyer sur un serveur que j'aurais préparé à l'avance le cookie de l'utilisateur. Ce qui me permet, côté hacker, d'aller consulter, récupérer les informations qui ont été sorties et de me connecter sur le site web avec le cookie de l'utilisateur. Vraiment, ça, c'est très simple. Et j'arrive avec son cookie. Mais j'aurais pu aussi exfiltrer des données. Si je ne peux pas avoir son cookie pour expliquer de quelque manière, je peux exfiltrer des données qui étaient affichées sur sa page. Typiquement, voilà, son solde bancaire, etc. Ses informations médicales. Si le JavaScript s'exécute, du coup, je peux récupérer à peu près ce que je veux sur la page. Comment on s'en protège de ça ? On vérifie les inputs d'utilisateurs. Vraiment, ça, c'est vraiment la base. Alors, on est pas mal protégé aujourd'hui avec les frameworks JS, etc., qui nettoient quand même beaucoup. Par contre, côté back-end, on n'est pas sûr que c'est le framework JS qui nous est appelé. Donc, du coup, on est vraiment sur une API. Donc, du coup, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est le Far West. On vérifie 1000 fois. Purement côté front-end, on utilise aussi les CSP sur plein de projets. Voilà, c'est dans les premiers éléments que je lance. Mais pourquoi vous n'utilisez pas les Content Security Policy ? Permettez d'éviter de mettre sur la page, dire non, le JavaScript, il vient que de telle URL, pas d'une autre. Et bizarrement, du coup, on ne va plus charger le JavaScript du coup, qui vient d'une URL un petit peu foireuse. Et on s'entraîne à pratiquer l'XSS parce que là, vous en êtes rendu compte, je proposais une XSS du coup qui était très simple. Et il y en a plein, il y a des XSS sur le DOM, il y a des XSS volatiles, il y a du self-XSS. Donc il y en a plein de types et il faut les connaître pour pouvoir savoir s'en protéger. Et je vous invite du coup à les pratiquer. On va passer maintenant du front-end au back-end sur la LiDAR. C'est la top 1 de l'OWASP, vraiment the faille numéro 1. C'est Insecure Direct Object Reference. Elle est toute bête, elle est vraiment toute simple. On va prendre un exemple. Mettons qu'on a un site qui génère des factures du coup, pour les utilisateurs. Avec, là, on a un utilisateur, un site web. L'utilisateur, il va s'inscrire sur le site. Du coup, il va sur monsite.fr/inscription. Il s'inscrit, c'est cool. Ensuite, du coup, il va créer sa facture. C'est un peu le taf du site. Il crée ses factures. Du coup, le site web, il crée lui-même la facture. C'est bon. Et du coup, elle est disponible sur l'ID 1, 2, 3, 4, 5. Donc, du coup, l'utilisateur va appeler son site web sur /facture /1, 2, 3, 4, 5. Je pense que vous commencez à sentir revenir le truc. On a un petit hacker qui arrive. Un hacker, c'est un utilisateur de base. Hein. Il va s'inscrire sur le site, comme tout le monde, comme n'importe qui, si le truc est ouvert. Il va générer sa facture. Sa facture se génère du coup sur l'ID 1, 2, 3, 4, 6. Logique, on a incrémenté. Et du coup, le hacker peut la consulter. Et du coup, quand il voit le numéro s'afficher, qu'est-ce qu'il peut tester ? Il peut tester l'ID des côtés. Et là, j'ai la facture dessus d'à côté. Et là, quand on est un petit peu malin, on va créer un petit script qui va remonter des numéros.
et on va redescendre, et on va exfiltrer toutes les informations. Et c'est juste un accès tout bête, c'est juste une URL sur laquelle on a pu récupérer toutes les informations. C'est ça aussi les fuites de données qu'on voit en fait chez telle ou telle entreprise, etc. C'est ce genre de faille, c'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié à qui appartenait l'information et du coup on a laissé fuiter. Alors je vous le dis, ça marche aussi très très bien avec /user1345, /document1345, etc. Enfin, dès qu'on met des numéros pour accéder, eh bien, il faut vérifier à qui ça appartient. Donc du coup, pour s'en protéger, on vérifie les rôles sur chaque appel. Vraiment, zéro trust. On ne fait pas confiance. Il y a un appel, tu vérifies. Tu veux une donnée, on vérifie. En fait, ce qu'il faut essayer de se mettre du coup en tête, c'est que toutes les données sont privées. Et l'exception, c'est le fait qu'elles soient publiques. Mais de base, on vérifie tout. Notamment l'appartenance des objets qui sont demandés. Aussi, on l'a bien vu, et vous l'avez senti venir, on n'utilise pas les ID incrémentaux en public. Alors autant c'est vachement sympa du coup en interne, parce que voilà, les incréments c'est quand même pratique à utiliser. Et voilà, sur les URL, etc., on va plutôt avoir tendance à utiliser des UUID qui sont un petit peu plus complexes, où on ne voit pas l'enchaînement. Et après, en interne, une fois qu'on a notre UID qui est passé, on va utiliser les ID côté base de données. Une deuxième faille backend, parce qu'elle est vraiment très rigolote celle-là, elle est 10e du top 10 de l'OWASP, c'est la SSRF, donc la Server Side Request Forgery. En gros, là, on va faire en sorte que ce ne soit pas le serveur, parce que du coup, voilà, il est sécurisé, on n'arrive pas, c'est la galère. Du coup, on va lui dire, c'est toi qui vas aller faire quelque chose que moi je demande. On va prendre un exemple. Mettons qu'il y a un site web à qui on fournit une URL sur laquelle il va aller chercher notre avatar. Voilà, on doit avoir un nouvel avatar qui va être joli. On dit, tiens, on va chercher sur telle URL. C'est cool les URL, parce que je ne suis pas obligé de lui faire chercher sur mon site, etc. Je peux lui faire d'autres choses. Si un hacker arrive, il va tester, il va spammer les URL à travers des scripts. Il y a des outils, FUF, TIRB, etc. Et il peut les customiser pour lui faire que le serveur aille demander l'URL qu'il veut, dont des URL en local, parce que du coup, là sur notre site web, il y a un petit Redis du coup pour avoir les caches et les sessions, etc. C'est plutôt pratique. Et au bout d'un moment, en fait, on va tomber sur une requête comme ça. Alors, dict, c'est le protocole dictionary, parce que du coup, on a dit qu'on faisait des requêtes, mais c'est pas obligé que ce soit HTTP. On peut faire du FTP, du Gopher, etc. Donc là, sur une requête type dictionary, au bout d'un moment, sur notre script, on a une réponse. On a envoyé test sur le port 6379, et là, on a eu une erreur. Bon, de base, on se dit, c'est bon, c'est sécurisé. Non. Le fait d'avoir une erreur, c'est pas parce que l'élément est mort, c'est parce qu'on on a envoyé juste le test. Par contre, le fait de répondre sur 6379, ça veut dire que derrière, on sait que c'est un serveur Redis. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On va le faire en quelques étapes. On va déjà modifier la location du Redis pour la mettre ça dans le cron. Ensuite, on va aller changer le nom de la base de données Redis en route. Donc du coup, ça veut dire qu'au niveau système, on va se retrouver dans var spool cron, on va avoir un dossier qui s'appelle route. Et qu'est-ce qu'on va aller mettre dans ce dossier qui contient nos clés valeurs? On va lui mettre du coup de quoi faire du cron. Donc du coup, un élément qui va s'exécuter chaque minute, il va faire un bash interactif qui va rediriger l'entrée et la sortie vers une IP et le port qu'on aura choisi. Donc ça, c'est un reverse shell. Tout le monde ne fait pas du reverse shell tous les jours. Et donc du coup, ça, en fait, ça va faire popper un shell sur l'IP et le port qu'on aura choisi. Sur le Redis, du coup, on va forcer la sauvegarde de la base de données, ce qui va permettre d'écrire le fichier à l'endroit où on avait voulu. Une petite minute après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un shell qui pop à l'endroit où on avait voulu. Le serveur est mort, on est en route dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ce genre d'attaque en SSRF? On va filtrer les URI pouvant être appelés. C'est comme ça, il ne l'appelle pas n'importe quoi. Et on va le forcer à ne pas appeler en interne. Donc, mais ça, si on ne vérifie pas avant, forcément, on peut se faire ouvrir. On va sécuriser le serveur aussi, le Redis. Là, vous avez vu qu'on peut l'appeler en direct. Mais souvent, on me l'a dit encore le mois dernier, ça va, c'est en interne, c'est bon, quoi, les gens vont pas passer dedans. Mais avec une SSRF, c'est mort, quoi. Donc du coup, on sécurise au moins un petit login mot de passe, à peu près sécurisé, ça va passer bien. On monitore aussi, le monitoring, je ne vais pas trop en parler dessus, mais c'est un élément très très important de la protection sur la cybersécurité, parce que du coup, pour découvrir cette faille-là, le hacker, il a dû faire plein de tests, des centaines, des milliers de requêtes. Mais si on ne monitore pas ça, les milliers de requêtes, il peut les faire pendant X temps, il a tout son temps. Si on monitore, on peut vite blacklister son IP, voir ce qu'il a testé, etc. On va parler un petit peu d'infra maintenant avec les failles qu'on peut avoir sur Docker. Alors il y en a plein. Et je voulais parler surtout de la partie des sockets et des privileged capabilities.
Petit rappel sur Docker, rapidement. On va avoir du coup des applications qui échangent avec des bins et des libs, qui échangent avec le Docker Engine, qui lui-même est installé sur un système, et le système est installé sur l'infrastructure, donc physique ou virtuel, ça importe peu. Notre objectif en tant que hacker, c'est de prendre le contrôle du coup de l'infrastructure, donc vraiment de s'échapper du conteneur. On va prendre un cas de base. Mettons qu'un hacker a réussi à prendre le contrôle. Là, j'ai mis une application Java qui est dans un conteneur, mais on peut prendre vraiment n'importe quoi. Il a un shell, un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et du coup, le but, c'est vraiment de s'échapper du conteneur pour aller prendre la main sur l'autre. Mettons que le conteneur a été lancé de la manière suivante. Donc du coup, en fait, on a monté en volume du coup, le socket Docker pour pouvoir faire par exemple du Docker in Docker sur cette machine-là. C'était plutôt pratique. Notre Java avait besoin de lancer un petit Docker pour faire une action, etc. On lui a donné le socket pour qu'il fasse ses actions. Sauf qu'à partir du moment où on a la main dessus en tant que hacker, c'est pas parce qu'il n'y a pas de Docker d'installer qu'on ne peut pas utiliser le socket. Parce que du coup, un socket, ça veut dire qu'on peut faire une commande curl. Curl, ça fait une requête. On fait un curl en Unix socket et on lui demande juste fais-moi la liste des conteneurs et sors-la moi en JSON. Et de là, ça nous répond. Et là, ça c'est jackpot. Parce que ça veut dire qu'on a pu échanger avec le socket. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ça pour abuser de cette partie-là? On va aller créer un nouveau conteneur. On va créer un conteneur du coup, avec un reverse shell. On a vu tout à l'heure ce que c'était un reverse shell. Donc du coup, le conteneur, on va le faire popper et il va nous faire popper une console sur l'IP et le port qu'on aura choisi. Ok, donc on a créé un conteneur, on envoie notre curl, on a une réponse du coup de la socket avec notre ID de conteneur. Donc là, on est bon, notre conteneur a été créé. D'un autre côté, on va créer du coup un petit processus d'écoute sur le port qu'on avait défini. Et on va demander de starter le conteneur. Du coup, on va lui envoyer curl avec le start et l'ID qui a été popé. Tout simplement, on a parlé en échange avec le socket. Quelques secondes après, sur notre processus d'écoute, on apparaît en route. Et ça, c'est super cool. Mais ce que je ne vous ai pas dit, parce que là, pour l'instant, on ne s'est pas échappé, ce que je ne vous ai pas dit sur le slide d'avant, c'est que le conteneur qu'on a fait popper, il est en privileged. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, et c'est quelque chose qui est assez dangereux à faire. Pourquoi? Parce que là, et on va le voir, là, le conteneur, il est en privilege. Les privilèges, du coup, il y a 39, si je ne dis pas de bêtises, dont 3 qui sont vraiment importantes à maîtriser, et côté hacker et côté défenseur. On va avoir du coup le cap sysadmin, le cap module et le cap royo. On va essayer d'abuser en fait du cap royo pour accéder au hardware directement. Si on a accès au hardware, du coup on peut faire un fdisk list, voir les disques, quels sont les disques du coup physiques qui sont sur la machine. Si on a accès à la liste des disques, par exemple SDA1, on monte un répertoire et on le monte dessus. Voilà. On est en route sur le disque physique de la machine. Petit rappel du coup sur ce qu'on a fait comme attaque de façon un petit peu plus visuelle. En fait, je voulais vous montrer les lignes de commande pour montrer que c'est quand même pas très très dur. On était sur le conteneur, on a fait popper un conteneur en mode privilégié, on a listé les disques physiques de la machine et on l'a monté. Et là, du coup, on était physiquement sur le disque de la machine en tant que route. Du coup, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Comment on peut se protéger de ce genre de choses? Donc, sauf exception, on ne monte jamais le socket Docker. Alors, il y a des fois où on doit le monter, mais vraiment, il faut minimiser ce genre de choses. Sauf exception, on ne donne pas de privilèges à nos conteneurs. Donc voilà, on fait vraiment le conteneur en mode le plus basique possible. Ça va éviter des gros problèmes comme ce qu'on vient d'exploiter. On n'exécute pas aussi les conteneurs en tant que route, parce que là, j'ai facilité vraiment l'injection parce qu'on était directement en route sur le conteneur. Mais voilà, quand on arrive déjà en par route, avec un user qui ne peut pas se connecter, ça complexifie les choses. Ça veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, mais ça complexifie. Le but sur la protection par rapport aux hackers, c'est pas forcément d'être impossible à pénétrer, etc. Franchement, ça n'arrivera jamais. De l'autre côté, on a des étatiques, etc. Ils sont des centaines avec des niveaux de malades. Mais c'est de ralentir l'attaque, de rendre ça compliqué. On va suivre un petit peu avec du réseau aussi. La man is the middle, elle est vraiment très connue. Mais on se dit, voilà, c'est un script complexe. C'est des éléments qui sont assez compliqués à mettre en place. Pas forcément. Je vais vous montrer. On va faire un petit exemple du coup, avec un serveur PHP, du coup, qui est le serveur principal de l'entreprise, et sa petite base de données qui est à côté. Et à côté, on a un troisième serveur, tout le monde est sur le même réseau. Vu que c'est le serveur principal de l'application principale de l'entreprise, du coup, elle est très 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 sécurisée, vraiment compliquée à hacker.
Pareil pour sa base de données, franchement, ça a été bien sécurisé. Mais à côté, il y a un vieux serveur legacy, où c'est le serveur du stagiaire, XY, ou quelque chose qui traînouille, qui n'est pas très sécurisé. On va parler un peu réseau, du coup, on va revenir un petit peu sur des éléments réseau importants, sur le protocole ARP. Qu'est-ce que c'est le protocole ARP? C'est du coup quand une machine en fait, souhaite envoyer des données à une adresse IP, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une demande ARP sur le réseau en disant qui est-ce qui a cette adresse IP et j'aimerais bien avoir son adresse MAC pour lui communiquer. On revient sur la couche 2 du modèle OSI. Et donc du coup, au bout d'un moment, il y a une machine qui va dire ah, c'est moi qui ai tel IP, voilà mon adresse MAC. Comme ça, en fait, l'émetteur va pouvoir forger des paquets entre les deux adresses MAC en disant voilà, je suis un tel et j'envoie vers telle adresse MAC. Et les deux machines, du coup, stockent ces informations dans une table ARP ou un cache ARP. On va reprendre notre exemple et du coup, on va exploiter un petit peu ça. Mettons que notre hacker, il ait pris le contrôle du coup, de la machine qui est moins sécurisée. L'entreprise, ça, c'est pas grave, elle est un peu pétée, etc. Mais notre machine principale, là, nous, ça tourne. Pas grave, on verra ça plus tard. OK. Le hacker se fait popper son petit terminal. Il va aller installer deux choses, juste deux. Il va aller installer TCP-Dump. C'est un outil en fait, qui permet de faire sortir du coup, les trames réseau qui passent par l'interface qu'on lui aura définie. Et il va installer un autre outil qui s'appelle DSNIF, qui est un package d'outils qui permet de faire pas mal de choses au niveau réseau. En premier, il va lancer la commande TCP-Dump du coup, sur l'interface Ethernet 0 et il va envoyer tout ce qui passe sur la partie réseau vers un fichier qui s'appelle capture.cap. On peut faire vraiment ce qu'on veut. De là, tout ce qui arrivera sur le réseau, tout ce qui se passe sur la machine au niveau du réseau, ce sera stocké dans le fichier. OK. Du coup, ensuite, il va faire de l'ARP spoofing vers l'IP 10. En gros, il va dire IP 10, si tu cherches à communiquer avec l'IP 11, en fait, envoie-la à moi. File voilà ma Mac et envoie-la à moi. Commencez à sentir venir le truc. On va faire la même chose de l'autre côté. IP 11, si tu dois communiquer à l'IP 10, en fait, envoie-la à moi, à cette adresse Mac. En fait, c'est moi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai fait un pont entre les deux. Donc, quand cette IP, ici, aura besoin de faire une requête vers notre base de données, au lieu d'aller en direct, elle va passer par moi. Et vu que ça passe par moi, c'est stocké dans le fichier. Merci, au revoir. Là, on a fait juste du stockage, mais on peut récupérer les informations de connexion. On peut aussi modifier les requêtes à la volée. J'ai fait des challenges, du coup, où il suffit de faire tourner un petit Python, où on attend d'avoir une requête un peu spécifique, du coup, dans les trames qui passent. On la catch, on la modifie et on l'envoie à la base de données. Typiquement, par exemple, modifier le user mot de passe de la base de données ou se créer un nouveau user, etc. Donc ça dépend des capabilities du coup du user qui a été configuré ici. Comment on peut se protéger de ça? Eh bien, on chiffre les connexions. On chiffre, c'est vraiment important de les chiffrer, ne serait-ce qu'avec un autosigné, etc. Parce que du coup, à ce moment-là, les trames qu'on verrait passer, alors c'est cool, hein, tu es la table RP, mais bon, toutes les trames sont chiffrées, donc tu n'en tireras pas grand-chose. On utilise des VLAN aussi. Là, sur l'exemple que j'ai donné, c'est un peu débile de laisser les serveurs legacy sur le même réseau que le serveur principal de l'entreprise. Donc du coup, on segmente notre réseau afin d'isoler. C'est pas parce qu'il y a un serveur qui a été cassé, ça arrive et ça arrivera et ça doit pouvoir arriver sans que ça ait des conséquences énormes du coup pour l'entreprise. Et aussi, on met en place des pare-feux et des IDS et IPS. C'est-à-dire que là, j'ai fait de l'ARP spoofing, un IDS ou un IPS, il y aura peut-être oh là là, qu'est-ce que c'est toutes ces requêtes là qui disent finalement si tu veux envoyer à telle adresse IP, envoie à telle adresse MAC. Non, là l'IDS ou IPS, eh bien ils vont bloquer ces éléments-là et donc du coup forcément notre attaque du coup ne pourrait pas passer. En tout cas pas de cette manière-là. On va parler du coup avant-dernier élément sur la partie cryptographie. J'ai parlé tout à l'heure du UID, eh ben il y a des failles quand même. L'UID du coup c'est Universally Unique Identifier. On va prendre un exemple tout bête. Mettons qu'il y a un site web sur lequel on doit resetter un mot de passe. Donc ça, on l'a tous déjà fait. Merde, j'ai oublié mon mot de passe. Je vais utiliser le reset de mot de passe. Je vais rentrer mon adresse email et je vais valider. Je vais cliquer sur le bouton reset. Qu'est-ce que ça fait? Ça m'envoie un petit email en disant voilà ton reset link. Donc déjà, c'est pas mal parce qu'il ne nous envoie pas nos mots de passe en clair. Voilà un reset link et voilà l'URL sur laquelle tu peux faire le reset. Sur ça, en fait, il a créé un reset token. Et c'est bien ça qui nous intéresse. Donc du coup, l'URL qu'on va avoir, du coup, ça va être le nom du site avec le petit token et qui est un UID. On peut le détecter directement. On va essayer de dépioter un petit peu ça. On va décomposer un petit peu un UID. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. C'est un exercice assez marrant à faire. Sur le ID, en fait, dans un premier temps, sur la première partie, sur les 8 premiers caractères, c'est les 32 bits de poids faible du timestamp sur le calendrier grégorien. La suite, les 4 caractères, c'est les bits du milieu.
du timestamp. Ensuite, les 4 caractères suivants. On a le premier caractère qui est la version de l'UID. Donc là, on voit qu'on a UID v1. Maintenant, quand vous verrez passer les UID, vous allez checker toujours ce caractère-là pour savoir quelle version du UID est utilisée. Et ensuite, c'est les bits de poids fort en fait, du timestamp. L'avant-dernier élément, du coup, on a un caractère du coup, qui est toujours 8, 9, A ou B. Donc ça, c'est pas tellement variant. Et ensuite, on a quelques bits du coup, sur la séquence de l'horloge. Et le dernier, c'est l'adresse MAC du serveur qui a généré l'UID. Ok, maintenant qu'on connaît un petit peu comment un UID est fait, on va voir la partie variation. Qu'est-ce qui varie sur cet UID? On en a tous généré plusieurs fois, on en voit plein. C'est hyper aléatoire, c'est génial comme truc, quoi. En le décomposant, on a vu un petit peu le truc. Donc voilà, les bits de poids faible du temps, bref, c'est pas mal variant. On est à la nanoseconde. Ensuite, les bits du milieu, forcément, ça varie aussi. Là, ça varie déjà un petit peu moins. Parce que du coup, on a notre version qui est ici, qui squatte un des 4 caractères. Ensuite, le numéro de séquence de l'horloge, c'est pas ou peu variant entre 2 requêtes. Du coup, ça ne varie quasiment pas. Et l'adresse MAC, forcément, elle varie pas trop. Donc, ça varie pas du tout. Qu'est-ce que ça nous donne, en fait, cette analyse-là, du coup, sur le ID? Ça veut dire que c'est quand même un modèle super prédictible. Parce qu'on a moins de la moitié des éléments qui sont pseudo-aléatoires. Et encore, ils ne sont pas aléatoires, vu qu'ils sont en fonction du temps. Et c'est bien ça qu'on va aller utiliser pour aller pirater le truc. On va reprendre un exemple. On va faire un petit script qui va faire, du coup, une requête de reset de mot de passe de l'administrateur. Voilà, je connais le login le mot de passe, l'adresse email de l'administrateur, et je lui dis reset le mot de passe. Le serveur va envoyer un adresse email à l'administrateur, enfin va envoyer un mail à l'administrateur, mais ça va pas, nous on n'y a pas accès. Par contre, du coup, ce qui nous intéresse, c'est récupérer les entêtes de la requête HTTP, parce que dans les entêtes, on va récupérer un header date. Le serveur nous répond une date à laquelle il a généré cette première requête. On commence à sentir venir le truc. Du coup, si on a la date, ça veut dire qu'on peut générer des UID plus ou moins autour de cette date, parce qu'on est sur la nanoseconde. Donc du coup, là, on peut forger notre UID, on envoie plein de requêtes du coup, de reset administrateur. Au bout d'un moment, il y en a un qui va pop, parce qu'on sait à peu près autour de quelle date on a ça. On aura un reset OK, et automatiquement, on va modifier le mot de passe d'administrateur. Game over. Là, on est admin du coup, du site web. Comment on peut se protéger de ce genre de choses? Faut utiliser les modèles cryptographiques solides, qui sont prouvés et éprouvés. C'est des choses qui ne changent pas tellement, enfin qui changent moins maintenant. Donc du coup, vérifiez bien les modèles cryptographiques que vous utilisez. Et quand vous allez en mettre un, essayez de vous dire, est-ce que celui-là il est OK? Donc, je vais prendre quelques minutes, ne serait-ce que 5-10 minutes, pour vérifier en fait si lui il est OK. On contrôle la sécurité du modèle crypto et on ne se fie pas à un pseudo aléatoire. Comme vous l'avez vu, le coup, l'UID, la première fois que vous l'avez vu, c'est super aléatoire et tout. Et au final, quand on le décompose, pas tellement. Dernier élément, et il va être assez rapide, et il est vraiment important du coup côté développeur, c'est la 6e de l'OWASP, c'est la supply chain attack. On va faire un exemple très simple. On est développeur, on développe une appli, on cherche des modules, etc. On va aller squatter GitHub du coup, pour aller trouver des petits packages. Je trouve une petite librairie qui s'appelle Banner 1.0. Donc du coup, elle est cool, elle fait le taf. Du coup, je vais l'utiliser dans mon application et je vais la déployer. Je la déploie sur mon serveur de prod, ça fait le taf. Mettons qu'il y a un hacker qui, au fur et à mesure du temps, du coup, va prendre le contrôle un petit peu du repo. Et il va pousser une nouvelle version, une Banner 1.1. Le développeur, il suit les recommandations, il met à jour ses dépendances. Et donc, du coup, il le met à jour, il le déploie. Sauf que vu que la librairie est complètement vérolée, le hacker peut prendre le contrôle directement du serveur. Il y a eu une attaque un petit peu comme ça avec XZ, avec des super présentations dessus. C'est exactement le but. Là, je l'ai résumé très très vite avec une librairie de base. Mais voilà, sur la lib XZ de SSH, c'est exactement ça qui était visé. Comment on s'en protège? On vérifie ses dépendances. Vraiment tout simple. J'ai parlé tout à l'heure des Pandabot, Renovate, etc. C'est vraiment des outils à utiliser dans la CI du coup tous les jours. On met aussi en place un cycle de mise à jour qui va nous permettre du coup de vite patcher l'application. Pour terminer, c'est important de se former à la cybersécurité pour connaître les techniques de piratage. J'espère vous en faire découvrir certaines attaques, mais il y en a vraiment plein et vraiment on a fait juste à peine effleurer la neige au-dessus de la surface de l'iceberg. Il y en a plein. Et c'est important de les connaître. On ne les connaîtra jamais tous, c'est pas notre taf. Mais connaître une partie, ça permet du coup de construire derrière sans protéger. Et puis c'est un peu rigolo d'aller dire, voilà, si on met pas ça en place comme sécurité,
on va se faire casser et je peux vous montrer comment et pourquoi et vous montrer les impacts. Là, en général, du coup, les décideurs ont plus de temps et de sous à mettre du coup, sur la sécurité. C'est aussi réviser ses basiques. Donc, moi, quand je me suis mis à la sécurité, parce que du coup, je viens du dev, etc., j'ai dû réviser du coup, jusqu'au modèle OSI, le protocole HTTP en détail, etc. Vous avez vu qu'on est passé par d'autres protocoles, etc. Ça permet de connaître d'autres choses pour faire d'autres choses. Ça permet aussi d'étendre son champ de compétences. Là, je n'ai pas parlé de système plus que ça, etc. Mais voilà, on va faire un petit peu des commandes système un petit peu plus complexes. Pour s'entraîner, on va utiliser les plateformes de CTF principalement, à travers des challenges sur RouteMe, TryHackMe, Ring0 ou PortSwinger. On peut aller faire des CTF aussi. CTF, du coup, c'est Capture the Flag. En fait, le but, c'est d'aller lire un fichier qui est posé à un endroit pour prouver qu'on a réussi à pénétrer le système. C'est vraiment très, très simple. Et ça l'est pas du tout. D'aller lire, des fois, ça demande une élévation de privilèges, etc. Il y a aussi des parcours de formation avec Open Classroom. Il y a des événements aussi de CTF, IRL ou à distance. Donc, du coup, c'est un peu partout dans le monde. C'est le jour, la nuit. Alors, souvent, les gens préfèrent la nuit, mais de jour, ça permet de gérer ses enfants aussi. C'est un lieu de rencontre qui est assez fort, en fait, avec d'autres hackers, d'autres acteurs du monde de la cyber pour connaître de nouvelles failles, pour connaître de nouvelles techniques, de nouveaux outils. Et voilà, il y en a qui sont très connus. Voilà, le Brest CTF du coup que j'ai fait cette année, le hack du coup à Paris, la Stack à Bordeaux qui est pas loin d'ici, il est le plus connu. Du coup, la plus grosse du coup c'est la DEFCON. Pratiquer le hacking aussi, on peut le pratiquer à la maison. Du coup, c'est praticable vraiment quand on veut. C'est vraiment une montée en compétence aussi un petit peu en infra. Et il y a des outils qui sont déjà fournis. On a Vulnub du coup qui nous fournit des VM du coup déjà vulnérables et qu'on doit pouvoir exploiter. Donc ça permet d'être safe du coup dans son coin et tranquillement le faire quand on veut. Il y a JustShop fourni par l'OWASP aussi qui fournit une application de commerce qui est volontairement vulnérable et qu'il faut savoir exploiter pour savoir encore une fois la corriger. Et on a le Go du coup fait par Orange Cyberdéfense pour s'entraîner à l'Active Directory. C'est des éléments qui sont très courants en entreprise. Et honnêtement, moi, là, je refuse du coup de mettre en place des Active Directory parce que je sais les casser, mais je ne sais pas encore me protéger du coup de certaines attaques. Et faut pouvoir s'entraîner dessus. Voilà, j'ai attaqué de telle manière, du coup, je vais sécuriser tel élément de telle autre manière. C'est la fin de ce talk. Du coup, 3 éléments à retenir principalement. Cybersécurité, c'est un enjeu majeur. Vraiment, il ne faut vraiment pas passer à côté. Il faut savoir remettre en question du coup son implémentation, ce qu'on a fait, mais que ce soit en dev front, back ou ops, à chaque fois, il faut vouloir se poser la question, est-ce que c'est suffisamment sécurisé ce que j'ai fait? Est-ce que je serais capable de casser ce que j'ai mis en place? Est-ce que quelqu'un de très fort serait peut-être capable de... Ah, j'avoue que je ne sais pas. Et ben, au moindre doute, on lève la main, on va voir le lead, l'archi, le RSSI, etc. en disant, il y a un truc qu'on a mis dedans, mais ça me chiffonne, ça me paraît bizarre. Voilà. Juste se poser la question, c'est peut-être se protéger d'une grosse attaque du coup qu'on pourra avoir. Je voulais remercier du coup Softeam qui m'a permis de faire ce talk, RouteMe qui m'a permis pas mal de monter en compétences du coup sur la cybersécurité et plein d'autres gens que je peux suivre du coup principalement sur LinkedIn pour avoir des nouvelles de la cybersécurité et vous remercier du coup pour votre écoute et je suis à disposition du coup si vous avez des questions. J'ai mis un QR code du coup si vous voulez faire des retours sur le talk. Merci. Merci Florian, et félicitations pour cette première présentation, première conf. Voilà, c'est bon, tu peux souffler. Moi j'ai une question, tu parlais donc de se prémunir contre les hackers, donc il y avait monter en crypto, sécuriser les connexions, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des moyens un petit peu plus universels? Parce que tu as parlé notamment de le temps contre les hackers. Dans des couches comme ça, par exemple, quand on voit souvent que le hacker il est rarement sur place, bon, il y a du hacking en interne, mais depuis l'extérieur, est-ce qu'il y a des moyens pour, au fur et à mesure, en fait, empêcher le temps d'attaque ou ralentir le temps d'attaque? Alors, c'est une bonne question et c'est un thème que j'ai pas du tout abordé. En fait, sur la cybersécurité, pour se défendre, on va essayer de défendre en couches parce que, comme je l'ai dit, en fait, on va avoir différents types de hackers. Alors, un scriptiste du coin, etc., il va tester avec certains types de failles et ça dépend de la dangerosité, des impacts du coup de l'application qu'on est en train de faire. Mais voilà, sur des applications étatiques qui sont ciblées par d'autres États, etc., derrière, ils ont 40 hackers avec des niveaux de malades et donc forcément, ils ont le temps et ils ont des compétences de fou.
Le but, c'est de ralentir l'attaque. On peut le ralentir sur différents éléments. On peut mettre un petit honeypot, disant voilà, va perdre ton temps dans la VM du coup honeypot qui est sécurisé, qui est dans son coin. On va aussi la ralentir du coup en filtrant, par exemple, on va stopper niveau réseau, on va l'empêcher en fait de faire du pivot. En fait, c'est le pivoting, de passer d'une machine à une autre pour essayer de prendre le contrôle global. On va le ralentir du coup, typiquement avec un login mot de passe qui est faux, ça va prendre 1 seconde. Comme ça, les tests du coup par dictionnaire, ça marche pas du tout, ça prend des millions d'années. Et en fait, on va faire une défense en fait en couches. Sauf que chacune de nos couches, pour tel ou tel type de hacker, c'est un gruyère. Du coup, il y a des trous. Sauf que le trou qu'il a utilisé sur la première phase d'attaque va pas être forcément raccord avec le trou sur la deuxième surface d'attaque. Et du coup, il va passer du temps à passer d'une surface d'attaque à une autre et il va naviguer de point en point. En fait, souvent, les failles de sécurité, c'est un enchaînement de 2-3. Alors, 2-3 failles. Une seule faille pour prendre le contrôle complet d'une application, c'est compliqué, c'est rare. Il faut vraiment que ce soit, on ait refilé les logins mot de passe route qui soient planqués dans le commentaire HTML. Mais en généralement, c'est un enchaînement de failles. Et le fait de se défendre en couches, typiquement l'application, voilà, on ne va pas pouvoir faire une RCE comme ça gratuitement. Ensuite, tu as pu quand même faire une RCE, tu es passé par quelque chose que je ne connaissais pas. Ok, admettons. Du coup, tu as fait une RCE, mais tu arrives avec un utilisateur du coup, qui n'a aucun droit. Donc du coup là tu dois devoir faire un privilege escalation. Donc ça se trouve passer par un utilisateur puis un autre puis un autre puis un autre jusqu'à devenir root pour avoir pas grand chose pour pouvoir aller derrière pivoter et aller sur le second serveur qui lui sera intéressant. Et c'est cette défense en couche qui permet d'avoir quelque chose de solide sur des hackers de plus en plus haut niveau.